Un millionnaire était en train de perdre son fils, et non d'une maladie. C'était comme si les forces de Matteo s'éteignaient un peu plus chaque jour. Jusqu'à ce qu'un enfant pauvre, le fils de l'employé, s'approche et dise « Ta petite amie ne le laisse pas marcher ». Alejandro le regarda, incrédule, et à cet instant, tout changea. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci, et laissez votre pouce bleu pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Ta petite amie ne laisse pas ton fils marcher. La voix de Diego coupa le silence du bureau comme un coup de feu. Alejandro, qui révisait des contrats sur son bureau, leva brusquement la tête. L'enfant était là, tremblant, la respiration accélérée, les mains crispées autour de la casquette qu'il portait toujours. Il n'avait pas frappé à la porte, n'avait pas attendu de permission, il était simplement entré. « Que as-tu dit » demanda Alejandro d'un ton plus incrédule que fâché. « Comment ça, Camila ne laisse pas Matteo marcher ? Et elle lui met des choses bizarres dans la nourriture, répéta Diego, la voix brisée. Alejandro cligna des yeux, essayant de comprendre. Matteo, son fils de 6 ans, était incapable de bouger les jambes depuis 3 mois. Les médecins parlaient d'une possible lésion neurologique, quelque chose de soudain, sans explication claire. Camila, sa petite amie depuis 1 an et demi, s'était proposé de s'en occuper personnellement, et elle le faisait, du moins en apparence, avec un dévouement inépuisable. Alejandro fronça les sourcils. « Ce que tu me dis est très grave. »« C'est vrai, » interrompit l'enfant. « Je l'ai vu quand vous étiez au bureau. Je suis entré pour laisser des dessins à Matteo. Elle lui donnait un jus et j'ai vu comment elle versait quelque chose d'un petit flacon. Matteo m'a regardé bizarrement, comme s'il ne voulait pas le prendre, mais elle lui a dit que s'il ne le faisait pas, il irait pire. L'horloge murale marqua un tic-tac trop fort à son goût. Alejandro sentit un nœud à l'estomac. Diego n'était pas un enfant à inventer des histoires, et l'expression qu'il affichait n'était pas de la malice, c'était de la peur pure. Alejandro se leva lentement de sa chaise. « Où est Camila maintenant » demanda-t-il. « Dans la chambre de Matteo » répondit Diego, baissant la voix comme s'il craignait que quelqu'un n'écoute. « Mais n'entrez pas maintenant, si elle sait que je vous ai dit. » La phrase resta en suspens. Alejandro hocha la tête et contourna le bureau. En arrivant à la porte, il vit, à travers le couloir, la porte entr'ouverte de la chambre de Matteo. Un éclat métallique brilla dans la main de Camila avant qu'elle ne la retire de sa vue. Le cœur d'Alejandro battit plus vite. Sans réfléchir, il recula et retourna à son bureau. « Diego, va avec ta mère à la cuisine. Ne dis à personne ce que tu viens de me raconter, compris ?» L'enfant hocha la tête, les lèvres serrées, et sortit en courant. Alejandro se laissa tomber sur sa chaise. L'image de Matteo rieur courant dans le jardin quelques mois auparavant le frappa comme un souvenir cruel. Et si Diego avait raison? Et si cette maladie soudaine n'était qu'un mensonge? Depuis la porte, un léger coup le sortit de ses pensées. « Mon amour. » La voix de Camila était douce comme toujours. « Matteo se repose, ne le dérange pas. »« Oui. » Alejandro leva les yeux, feignant un sourire. « Bien sûr. » Camila resta quelques secondes de plus, l'observant comme si elle évaluait quelque chose, avant de disparaître dans le couloir. À cet instant, Alejandro sut qu'il devait vérifier par lui-même, mais pas maintenant, pas quand elle pouvait le voir. Il ouvrit le tiroir inférieur de son bureau et en sortit une petite clé, celle de l'arrière-cuisine où il rangeait produits et médicaments. Si Camila cachait quelque chose, c'est peut-être là qu'il trouverait les premières réponses. Avant de se lever, il entendit de nouveau des pas. Plus léger, plus pressé. Diego revenait, montrant à peine sa tête par la porte. « Monsieur » murmura-t-il. « Je crois qu'elle m'a vu vous parler. » Alejandro ne répondit pas immédiatement. Il sentit un frisson lui parcourir le dos. Dehors, un nuage couvrit le soleil, et la lumière dans le bureau devint plus froide. Un mauvais pressentiment s'installa dans sa poitrine, et il se décida alors, il allait la surveiller à partir d'aujourd'hui, sans qu'elle le sache, sans que Matteo ne coure de danger. Alejandro ne dormit pas bien cette nuit-là. L'horloge indiquait 3 heures du matin quand il se retrouva, toujours éveillé, le regard fixé au plafond et l'écho des mots de Diego lui martelant le cerveau. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la scène de son fils regardant ce verre de jus avec méfiance. Au lever du jour,
il décida de ne pas confronter Camilla. Il y avait encore quelque chose dans sa façon de le regarder la nuit dernière. Cette évaluation silencieuse qui lui fit comprendre que toute réaction précipitée la mettrait en alerte. S'il voulait découvrir la vérité, il devrait le faire de manière méticuleuse. Il descendit à la cuisine avant que tout le monde ne se réveille. De là, il entendit des pas légers à l'étage. Il reconnut la démarche de Camilla, toujours posée, presque cérémonieuse. Il ne voulut pas qu'elle le voie, alors il resta derrière le mur qui séparait la cuisine du couloir, écoutant. « Bonjour, mon amour. » La voix de Camilla était douce, mielleuse. « Prêt pour ta thérapie ?» Il n'entendit pas la réponse de Matteo. Juste le bruit d'ustensiles traînés. Alejandro remonta les escaliers en silence. Depuis le seuil de la chambre, il observa. Matteo était assis sur le lit, les jambes couvertes d'une couverture. Camilla tenait une cuillère devant lui, souriante. Cela ressemblait à une scène tendre, mais quelque chose attira son attention. Chaque fois que Matteo tentait de lever le torse pour se rapprocher, Camilla le repoussait doucement en arrière, murmurant quelque chose qu'Alejandro ne parvint pas à comprendre. Il s'appuya sur le chambranle de la porte, simulant un geste distrait. « Bonjour. » Camilla se retourna, sourit et posa la cuillère dans l'assiette. « Mon amour, je donnais justement le petit déjeuner à Matteo. Il est un peu démoralisé aujourd'hui. » Matteo le regarda. Ce n'était pas un regard ordinaire. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une demande silencieuse qu'Alejandro ne sut pas entièrement déchiffrer, mais qui l'inquiéta profondément. Pendant le reste de la matinée, Alejandro resta à proximité, feignant de consulter des emails sur son téléphone tout en suivant chacun de ses mouvements. Camilla, consciente de sa présence, gardait un ton affectueux et des mots doux envers Matteo. Cependant, il y eut un moment qui le secoua. Matteo laissa tomber une serviette, et en se penchant pour la ramasser, ses pieds touchèrent le sol. Camilla réagit immédiatement, lui posant fermement la main sur l'épaule. « Non, 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 Matteo, dit-elle à voix basse, mais sèchement. Ne force pas tes jambes, mon chéri. Tu pourrais te blesser davantage. » Alejandro fronça les sourcils. Se blesser davantage? Le dernier rapport médical qu'il avait reçu n'indiquait pas qu'essayer de bouger les jambes pouvait aggraver son état. Plus tard, lorsque Camilla se retira pour prendre un appel, Alejandro s'approcha de son fils. « Ça te fait mal quand tu essaies de les bouger ?» demanda-t-il à voix basse. Matteo secoua la tête. « Alors, pourquoi ça a commencé ?» Mais le bruit de pas dans le couloir le fit taire. Camilla rentra, rangeant son téléphone dans sa poche. « Ils appelaient du centre de thérapie, » dit-elle avec un naturel étudié. « Je leur ai dit que pour l'instant nous n'allions pas changer le traitement. » Alejandro sentit une pointe d'alerte. La semaine dernière, Camilla lui avait dit que le centre de thérapie l'avait refusé parce qu'il n'acceptait pas son approche de médecine naturelle. Maintenant, selon elle, c'était eux qui avaient appelé pour offrir la continuité. Laquelle des deux versions était la vraie? Il ne dit rien. Il l'observa tandis qu'elle arrangeait les couvertures sur les jambes de Matteo, fredonnant une mélodie enfantine. Tout semblait en ordre, mais il ne se fiait plus à cette image. En milieu d'après-midi, il décida de sortir pour s'occuper de quelques affaires. En réalité, il resta dans la bibliothèque d'où il pouvait voir, à travers le reflet de la porte vitrée, une partie du couloir menant à la chambre de Matteo. Il vit Camilla entrer et fermer la porte derrière elle. Plusieurs minutes passèrent sans aucun son, jusqu'à ce qu'il entende un murmure rapide, comme si elle parlait au téléphone. Il ne parvint pas à distinguer les mots, mais il remarqua que son ton était beaucoup plus cassant que celui qu'elle utilisait avec lui ou avec Matteo. Lorsqu'elle sortit enfin, elle affichait le même air doux que d'habitude. « Matteo se repose déjà, » annonça-t-elle. « Je vais préparer du thé, tu en veux ?» Alejandro hocha la tête avec un sourire contrôlé. Il l'observa marcher vers la cuisine, sa silhouette découpée par la lumière du soir, et sentit la méfiance grandir. Les contradictions n'étaient plus seulement des soupçons, elles commençaient à former un schéma. Cette nuit-là, en écoutant le léger ronflement de Matteo depuis le couloir, Alejandro prit une décision silencieuse. S'il voulait découvrir ce qui se passait, il devrait s'approcher beaucoup plus sans que Camilla ne le remarque. Le lendemain matin se leva avec une lumière grise qui semblait présager quelque chose.
Alejandro déjeuna en silence, observant Camilla préparer une infusion pour Matteo. Il remarqua comment elle soignait chaque geste, comme si elle savait qu'elle était observée. Peu après, elle s'approcha de la table avec son sourire habituel. « Je vais au marché du centre », annonça-t-elle. « Je veux trouver des herbes fraîches pour le traitement de Matteo. »« Tu y vas seul ?» demanda Alejandro, essayant de paraître désinvolte. « Oui, je ne tarderai pas plus d'1 heure. » Lorsque la porte principale se referma derrière elle, l'ambiance de la maison changea. Alejandro attendit quelques minutes, puis se leva et monta les escaliers. Le couloir était silencieux. De la chambre de Matteo parvenaient à peine les sons de dessins animés. « Je vais vérifier des choses dans la salle de thérapie », murmura-t-il plus pour lui-même que pour quelqu'un. La pièce était au fond, à côté du bureau de Camilla. En entrant, l'odeur le frappa. Un mélange d'alcool médicinal et de quelque chose de plus fort, chimique, qu'il ne put identifier immédiatement. Les murs étaient recouverts d'étagères avec des flacons, des bouteilles et des boîtes de différentes tailles. Sur une table en bois, reposaient des cahiers ouverts avec des annotations écrites en petite écriture serrée. Il s'approcha d'une étagère basse. Là, dans la pénombre, il y avait plusieurs flacons sans étiquette. L'un était à moitié plein d'un liquide transparent, l'autre d'une poudre blanche très fine. Il en prit un dans ses mains et le tint contre la lumière. Le liquide semblait plus épais que l'eau. L'odeur était pénétrante, presque métallique. Cherchant davantage, il ouvrit un tiroir et y trouva des factures pliées. Toutes portaient le même en-tête, clinique vétérinaire San Lucas. Achat de relaxants musculaires et d'analgésiques à usage animal. La date des factures coïncidait avec les premières semaines où Matteo avait perdu sa mobilité. Son cœur battait fort. Il regarda de nouveau les cahiers. C'étaient des carnets avec des colonnes de dates et de quantité. Sur certaines pages, à côté des dates, il y avait des annotations décrivant l'augmentation de la dose, la diminution de la quantité et des observations comme « réponse lente »,« tremblement »,« refuse le liquide ». Un bruit derrière lui le fit se retourner. C'était Diego, la tête à la porte, l'air effrayé. « Monsieur Alejandro », murmura-t-il. « Je l'ai vu utiliser ça. » Alejandro le fixa. « Que veux-tu dire ? Qu'elle met ces choses dans la nourriture et les jus de Matteo. Elle le fait quand vous n'êtes pas là ou quand elle pense que personne ne la voit. » L'enfant entra lentement, fermant la porte. « Au début, j'ai cru que c'était des médicaments, mais une fois, je l'ai vu les cacher rapidement quand elle m'a entendu. Depuis, je fais attention. Elle le fait presque tous les jours. » Alejandro sentit un poids sur sa poitrine. Diego parlait à voix basse, mais avec une assurance qui ne laissait aucune place au doute. « Depuis combien de temps ? » demanda-t-il. « Des semaines, je crois. Je crois que depuis que Matteo ne marche plus. » Alejandro posa les mains sur la table pour contenir sa rage. Il referma les cahiers et remit les factures là où il les avait trouvées, mais il mémorisa la position exacte de chaque objet. Il ne pouvait pas permettre à Camilla de soupçonner que quelqu'un avait fouillé l'endroit. « Ne dis à personne ce que tu m'as raconté, » dit-il avec fermeté. « Pas même à ta mère. » Diego hocha la tête, sérieux. Avant de sortir, Alejandro jeta un dernier coup d'œil à la pièce. Chaque flacon, chaque feuille, chaque facture était une pièce d'un puzzle qui commençait à prendre forme. Et ce qu'il voyait n'était pas un traitement, c'était autre chose, quelque chose qu'il ne voulait pas encore nommer. Quand il ferma la porte et retourna dans le couloir, il entendit le son de la clé dans la serrure principale. Camilla était revenue plus tôt que prévu. Il garda son calme et descendit les escaliers comme si de rien n'était. « Déjà de retour ? » demanda-t-il avec un sourire étudié. « Oui, les herbes étaient plus fraîches aujourd'hui. » Elle posa les sacs sur la table et lui donna un rapide baiser sur la joue. « Et toi, tu as été très occupé ? » « Assez, » répondit-il, cachant l'agitation qu'il ressentait encore. « Je révisais quelques documents. » La conversation en resta là, mais Alejandro savait qu'à partir de ce moment, chaque minute compterait. Ce qu'il avait trouvé confirmait non seulement les soupçons de Diego, mais ouvrait une voie dangereuse qu'il devrait emprunter avec prudence. Alejandro se leva avant l'aube, l'esprit tourbillonnant. La découverte de la veille ne lui laissait aucune place pour penser à autre chose. Il avait les factures gravées dans la mémoire, chaque flacon, chaque mot écrit dans ses carnets.
Il savait qu'il ne pouvait pas continuer seul avec ses soupçons. Il avait besoin de quelqu'un ayant des connaissances médicales et, surtout, de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance sans risque de fuite. La réponse lui vint presque immédiatement à l'esprit, la docteure Valeria Ramirez, pédiatre de Matteo depuis ses premiers mois. Une femme discrète et directe. Il ne l'avait pas vue depuis que Camila avait pris le contrôle absolu du traitement, arguant que la médecine traditionnelle ne comprenait pas la nature du problème de Matteo. Ce même jour, profitant du fait que Camila était partie tôt pour une réunion de fournisseurs, Alejandro passa un appel bref mais précis. « Valeria, j'ai besoin de te voir. » C'est à propos de Matteo. Son ton devait sonner suffisamment sérieux, car elle ne demanda pas de détails, répondant simplement « Dis-moi l'heure et le lieu ». Ils convinrent qu'elle passerait par la maison sous le prétexte d'une visite sociale. Quand elle arriva, elle portait une robe simple et une pochette sous le bras. Son regard, cependant, alla droit au but. « Raconte-moi, dit-elle à peine eut-elle traversé le salon, s'asseyant en face de lui. Alejandro prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas encore te donner tous les détails, mais j'ai besoin que tu examines Matteo comme s'il s'agissait d'un contrôle de routine. Je ne veux pas que Camila soupçonne quoi que ce soit. » Valeria le regarda une seconde de plus, évaluant la situation. Y a-t-il une raison de penser que son état n'est pas ce qu'il semble? Alejandro hésita. Il ne pouvait pas lui parler de Diego ni de ce qu'il avait trouvé, pas encore. Juste que j'ai des raisons de croire que nous ne voyons pas le tableau complet, répondit-il. Elle hocha lentement la tête, acceptant la réponse. Bien, si tu ne veux pas que Camila soit au courant, je ferai cela rapidement et discrètement. Ils montèrent ensemble dans la chambre de Matteo. L'enfant était assis sur le lit, en train de dessiner. Quand il vit Valeria, il sourit timidement. « Doctoresse » s'exclama-t-il, surpris. « Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venue. »« Je devais voir comment tu allais, » répondit-elle avec chaleur. « On va faire un rapide examen, d'accord ?» Tout en parlant à Matteo de ses dessins, Valeria plaça discrètement un stéthoscope sur sa poitrine, palpa ses jambes et vérifia les réflexes avec des mouvements doux. Elle ne prit pas de notes visibles, mémorisant simplement chaque réaction. « Ça te fait mal si j'essaie de bouger ta jambe comme ça ?» demanda-t-elle, pliant doucement le genou de l'enfant. « Non. »« Et tu sens ça ?» Elle passa le bout de ses doigts sur la plante du pied. Matteo hocha la tête. Alejandro observait chaque geste. Il savait lire le langage corporel de Valeria, et quelque chose dans ses sourcils froncés lui indiqua qu'elle détectait plus que ce qu'elle disait. Quand ils eurent terminé, elle se redressa avec un sourire. « Matteo, continue de dessiner de jolies choses. Je vais parler un instant à ton papa. » Ils sortirent dans le couloir. Valeria baissa la voix. « Alejandro, je ne peux pas poser de diagnostic définitif sans analyse, mais il y a des signes qui ne correspondent pas à une paralysie subite due à une lésion ou une maladie neurologique. » Quels signes? Le tonus musculaire est diminué, mais il n'y a pas de perte totale de sensibilité. De plus, les réflexes sont altérés d'une manière qui me rappelle les intoxications par certains composés. Alejandro sentit un froid dans le dos. Intoxication? Oui, prolongée. Je ne parle pas de quelque chose qui arrive en un jour. Cela prend du temps, des semaines, peut-être des mois. Ils se regardèrent en silence quelques secondes. Valeria savait que quelque chose de grave se passait, même si Alejandro ne lui avait pas donné tous les détails. « Peux-tu le confirmer ?» demanda-t-il. « J'aurai besoin de prélever des échantillons et de les envoyer à un laboratoire de confiance. Et je répète, si tu veux que Camila ne le sache pas, nous devrons le faire très prudemment. » Alejandro hocha la tête. « Je ne veux pas qu'elle soupçonne quoi que ce soit, pas encore. » Valeria prit une inspiration. « D'accord. Procure-moi un rendez-vous où elle ne sera pas présente. J'apporterai le matériel pour les échantillons et je ferai en sorte que le laboratoire les reçoive dans le cadre d'une étude de routine. » Avant de partir, elle le mit de nouveau en garde. « Si j'ai raison, Alejandro, Matteo n'est pas seulement malade, on le rend malade. » Quand la porte se referma derrière elle, Alejandro sentit que la maison devenait plus froide. Ce n'était plus seulement de vagues soupçons, il y avait des indices médicaux qui pointaient vers quelque chose de beaucoup plus sinistre, et avec cela, le risque que tout faut pas mettre Matteo en danger immédiat. Le changement commença comme un courant silencieux,
à peine perceptible, mais Alejandro le saisit. Les jours qui suivirent la visite de Valeria furent marqués par une nouvelle sensation dans la maison, comme si l'air était devenu plus épais. Camila continuait de sourire, de parler d'une voix douce et de prendre soin de Matteo avec une dévotion apparente. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une étincelle de calcul, comme si chaque geste était mesuré dans un but non avoué. Le premier signe clair arriva un lundi après-midi. Alejandro rentra à la maison plus tôt que prévu. La voiture s'arrêta devant l'entrée, et en ouvrant la porte, il entendit un léger murmure provenant du couloir de l'étage. Il monta sans bruit, suivant la voix. La porte de la chambre de Matteo était entr'ouverte, et à travers l'entrebâillement, il la vit. Camila assise très près de lui, penchée vers son oreille, parlant d'un ton bas et ferme. Il ne parvint pas à comprendre les mots. Cependant, ce qui attira le plus son attention fut la façon dont Matteo gardait son regard fixé sur la couverture posée sur ses jambes, comme s'il ne voulait pas la regarder dans les yeux. « Oh, je ne savais pas que tu étais déjà rentré, » dit Camila en le voyant, se redressant brusquement. Son sourire apparut un instant plus tard, trop rapide pour être sincère. « La réunion s'est terminée plus tôt, » répondit Alejandro, essayant de paraître insouciant. « Tout va bien ici ? » « Parfait. Nous discutions juste un peu. » Matteo leva les yeux à peine une seconde, et Alejandro crut déceler dans ses yeux un éclair de malaise. Il n'insista pas, mais l'image resta gravée. À partir de ce moment, Camila cessa de déléguer le soin de Matteo. Si auparavant les employés pouvaient aider avec le petit déjeuner, les vêtements ou les thérapies, c'était maintenant elle qui assumait toutes ces tâches du début à la fin. Elle se justifiait en disant que c'était mieux pour ses progrès qu'une seule personne contrôle tout. Mais Matteo n'était pas le seul sous un contrôle plus strict. Avec le personnel de la maison, son attitude devint plus cassante. Elle vérifiait la propreté avec une minutie excessive. Elle corrigeait la mère de Diego pour des tâches minimes, et à plus d'une occasion, elle l'envoyait faire des courses en dehors de la propriété sans raison apparente. L'effet était clair, réduire les occasions pour quiconque de rester seul avec Matteo. Une nuit, alors qu'ils révisaient tous deux des papiers dans le salon, Alejandro décida de sonder le terrain. « J'y pensais », dit-il en regardant un document, comme si c'était une remarque anodine. « Peut-être devrions-nous emmener Matteo dans un centre de rééducation, un endroit avec plus de spécialistes pour avoir une vision plus complète. » Camila leva lentement les yeux, comme si elle pesait chaque mot qu'elle allait prononcer. « Des spécialistes » répéta-t-elle. « Tu n'as pas confiance en ce que je fais pour lui ?» La question avait un tranchant indéniable. « Ce n'est pas ça », répondit Alejandro d'un ton délibérément neutre. « Je pense juste que plus d'avis peuvent aider. » Elle posa son stylo sur la table avec un petit coup sec. « Alejandro, j'ai été là tous les jours, à le soigner, à le soutenir, à m'assurer qu'il reçoive ce dont il a besoin. Sais-tu à quel point il est difficile de le maintenir stable au bureau ?» Le commentaire était chargé de bien plus que de simple fatigue. Alejandro la regarda calmement, gardant son calme. « Je ne remets pas en question ton effort, je crois simplement que s'il existe une alternative qui peut accélérer sa récupération, nous devrions l'envisager. » Camila soutint son regard pendant quelques secondes qui parurent plus longues qu'elles ne l'étaient. Puis elle se leva lentement, ramassa les papiers et se dirigea vers les escaliers. « Je cherche aussi ce qu'il y a de mieux pour lui, » dit-elle sans se retourner. « Ne l'oublie pas. » Alejandro la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'étage. Le silence qui resta dans le salon n'était pas le silence habituel des soirées calmes. Il était dense, inconfortable, comme si la conversation avait marqué une limite invisible. Les jours suivants, cette tension devint plus évidente. Camila commença à emporter partout avec elle un petit carnet aux couvertures sombres qu'elle consultait constamment et ne laissait jamais à la portée de personne. Elle l'utilisait pour noter les horaires, les repas et les détails des routines de Matteo. Bien qu'il soupçonnât que ces pages contenaient bien plus que de simples registres. Même lorsque Matteo sortait dans le jardin, elle restait à quelques pas de distance, observant chaque mouvement. Si Diego ou sa mère s'approchaient, Camila trouvait une excuse pour intervenir, que ce soit en offrant un jus ou en disant que Matteo avait besoin de se reposer. Alejandro, conscient qu'il était autant sous observation que son fils, modéra son comportement. Il ne pouvait montrer ni anxiété ni précipitation, car cela confirmerait tout soupçon que Camila pourrait avoir. Mais intérieurement, la pression montait. Chaque jour qui passait,
Elle semblait plus alerte et plus possessive, comme si elle savait qu'il y avait quelque chose qu'il ne lui disait pas. Et bien qu'Alejandro ne le montrait pas, il commençait à sentir que la marge d'action se réduisait dangereusement. L'après-midi était tombé sur le manoir avec un air dense, chargé de cette lumière dorée qui tint tout de mélancolie. Alejandro, assis dans son bureau, avait tenté de se plonger dans la révision de quelques contrats, mais son esprit était ailleurs. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux derniers jours. La surveillance subtile et constante de Camila sur Matteo, son attitude contrôlante envers le personnel, cette conversation dans le salon qui avait laissé un tranchant invisible entre eux. Il avait besoin de souffler, non pas de la maison, mais de cette présence qui semblait habiter chaque recoin. Et il y avait un endroit où ils se croisaient rarement, la bibliothèque, un espace vaste au plafond où les étagères de bois sombre gardaient des livres qu'Alejandro avait hérités de son père. Camila l'évitait. Elle disait que l'odeur de vieux papier lui était suffocante. Son désintérêt en faisait l'endroit parfait pour réfléchir sans interruption et peut-être pour chercher. Il poussa la porte, et l'odeur de cuir, de poussière et de bois vieilli l'enveloppa comme un manteau. La lumière qui filtrait à travers les rideaux était ténue, révélant des particules suspendues dans l'air. Il marcha lentement entre les étagères, laissant ses doigts effleurer les dos des livres, lisant des titres qu'il n'avait pas touchés depuis des années. Il ne cherchait rien de précis, mais il avait depuis des jours une sensation difficile à expliquer, qu'il y avait dans cette maison plus de secrets que quiconque ne pouvait l'imaginer. Et s'il y avait un endroit où il pouvait être caché, c'était là. Ses mains s'arrêtèrent sur un épais volume à la reliure vert usée avec le titre gravé en or, Chronique de la ville et de ses habitants. Il le retira avec précaution. Le poids lui indiqua qu'il était sur cette étagère depuis des décennies. Il l'ouvrit au hasard, laissant les pages jaunies crépiter. C'est alors qu'il le vit. Une petite protubérance interrompait l'épaisseur uniforme du papier. Entre deux chapitres, à peine dépassantes, se trouvait le coin d'une photographie. Il tira doucement dessus, veillant à ne pas la plier. Ce qu'elle révéla le laissa immobile. Sur l'image, plus jeune, mais indubitable, se trouvait Camila. Ses cheveux tombaient en ondulations plus foncées qu'aujourd'hui, et elle souriait à l'appareil avec une expression détendue, presque triomphante. Elle portait une robe d'été simple, et ses mains reposaient sur les épaules d'un enfant d'environ 7 ans. Le petit ne souriait pas. Ses yeux, grands et sombres, regardaient l'appareil avec un étrange mélange de résignation et de vide. De chaque côté de Camila se tenaient deux hommes, l'un grand en costume impeccable et à l'expression sérieuse. L'autre, en chemise retroussée, portait une montre coûteuse qui brillait sous la lumière de la photographie. Aucun d'eux ne lui était familier. Alejandro retourna la photo. Le verso était vierge. Ni date, ni lieu, ni nom, rien. Cependant, quelque chose dans la composition de cette image lui tordit l'estomac. Camila était au centre, unissant littéralement les trois figures, comme si elle était le point de connexion entre les hommes et l'enfant. Et ce geste de sa main sur l'épaule du petit, ne semblait pas seulement protecteur. Il y avait quelque chose de possessif, de territorial, qui ne correspondait pas à l'image de tendresse qu'elle affichait avec Matteo. Il déglutit. Pendant tout le temps qu'il avait passé avec elle, elle n'avait jamais mentionné ces hommes ni cet enfant. Jamais. Et pourtant, ils étaient là, figés dans un instant du passé, cachés entre les pages d'un livre que personne ne consultait. Il resta silencieux quelques secondes, écoutant le battement accéléré dans ses tempes. Il ne voulait pas tirer de conclusions hâtives, mais il y avait quelque chose d'impossible à ignorer. Si cette photo était ce qu'il croyait, alors Matteo n'était pas le premier, peut-être même pas le deuxième. Il remit le livre à sa place, s'assurant qu'il soit exactement comme il l'avait trouvé. La photographie, en revanche, il la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Si Camila l'avait cachée là, elle ne devait pas savoir qu'il l'avait trouvée. En sortant de la bibliothèque, le couloir était vide. Le silence de cette aile de la maison contrastait avec un murmure lointain provenant du salon. Il reconnut la voix de Camila, animée, parlant à Matteo comme s'il regardait quelque chose d'amusant à la télévision. Ce contraste, cette voix chaleureuse maintenant. Et la femme sur la photo, avec ce regard qui semblait réclamer l'enfant comme le sien, lui causa un frisson. Alors qu'il marchait vers sa chambre, il sentit le poids de la photographie contre sa poitrine. Ce n'était pas seulement un vieux papier, c'était une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand, un indice qui confirmait que ce qu'il vivait n'était pas une histoire isolée, mais faisait partie d'un schéma qui s'était probablement répété auparavant, et qui savait combien de fois encore.
Et pour la première fois, Alejandro comprit que ce qu'il avait devant lui pouvait être plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Alejandro passa une grande partie de la nuit blanche, assis dans la pénombre de sa chambre, la photographie entre les mains. La lumière tamisée de la lampe mettait en évidence l'éclat usé du papier. Il avait examiné encore et encore les traits des deux hommes, essayant de retrouver un souvenir, un événement social ou une réunion d'affaires où il les aurait vus. Rien. Leur visage lui était complètement étranger. Pourtant, quelque chose dans leur allure lui disait qu'ils n'étaient pas des gens ordinaires. Tous deux irradiaient un type de sécurité et d'autorité qui ne s'acquiert pas facilement. L'homme en costume avait une allure presque institutionnelle, tandis que celui en chemise retroussée transmettait la confiance arrogante de quelqu'un habitué à évoluer dans des cercles exclusifs sans demander la permission. Il avait besoin d'informations, et il en avait besoin rapidement. La police n'était pas une option. Toute enquête officielle mettrait Camila en alerte. Il devait recourir à quelqu'un qui travaillait dans l'ombre, quelqu'un capable de déplacer des pièces sans laisser de traces. En milieu de matinée, il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Vargas, répondit une voix grave à l'autre bout. Martin, j'ai besoin d'une faveur, une grande. Martin Ruiz avait été chef de la sécurité privée dans l'un des complexes d'Alejandro. Il avait pris sa retraite quelques années auparavant, mais maintenait un réseau de contacts allant des détectives aux enquêteurs d'entreprise. Il le rencontra dans un café discret, loin du manoir. La réunion fut brève et directe. Alejandro glissa la photographie sur la table. Je veux savoir qui sont ces deux hommes et cet enfant. Tout. Nom, antécédents, relations, tout ce que tu peux trouver. Martin observa attentivement la photo, s'attardant plus que d'habitude sur le visage de Camila. Et elle? Demanda-t-il. Je la connais déjà. Ce que je ne sais pas, c'est ce qu'elle faisait avec eux. Martin hocha la tête sans plus de questions. Donne-moi quelques jours. N'utilise pas ton téléphone pour parler de ça. Je te contacterai. Au cours des 72 heures suivantes, Alejandro vécut une tension muette. Camila semblait être revenue à une version plus légère d'elle-même, moins rigide, mais Alejandro savait que ce n'était qu'une façade. Chaque sourire et chaque mot gentil ne faisait que lui rappeler qu'il ne pouvait pas baisser sa garde. L'appel arriva un jeudi soir. J'ai quelque chose, dit Martin sans détour. Ce n'est pas joli. Ils se rencontrèrent dans le même café. Cette fois, Martin arriva avec une pochette. Il ouvrit les premières pages et montra une photo plus récente de l'homme en costume. Il s'appelle Roberto Hane, homme d'affaires. Il y a 5 ans, son fils de 8 ans a perdu la mobilité du bassin vers le bas. Le cas était étrange. Les médecins n'ont pas trouvé de cause claire. Peu après, la mère de l'enfant a divorcé et a disparu de la circulation. Alejandro sentit un frisson. Martin passa à l'image de l'homme en chemise. C'est Esteban Cruz, avocat de haut vol. Histoire similaire. Son neveu orphelin dont il avait la charge a souffert d'une maladie dégénérative soudaine. Le garçon a fini dans une institution privée. Alejandro serra la mâchoire. Et l'enfant sur la photo? Martin secoua la tête. Je ne l'ai pas encore identifié. Mais il sortit une autre feuille. J'ai trouvé ça. Hane et Cruz figuraient tous deux sur la liste des invités d'un événement caritatif il y a 7 ans. Et devine qui d'autre était là. Alejandro prit la feuille. C'était une coupure de presse. Dans le coin inférieur, vêtue d'une élégante robe noire, se trouvait Camila, souriante avec une coupe à la main. L'air dans le café sembla plus dense. Alejandro garda le silence, assimilant l'information. Ce n'était pas seulement une coïncidence. Il y avait un schéma, des hommes avec des ressources, un mineur à leur charge qui finissait invalide dans des circonstances suspectes, et Camila toujours présente. Martin le regarda sérieusement. Si tu dois continuer cela, mieux vaut le faire avec beaucoup de prudence. Ces connexions ne sont pas le fruit du hasard, et elle n'agit pas seule. Alejandro hocha la tête, rangea les documents dans une enveloppe et les emporta sous le bras. De retour au manoir, il traversa le vestibule d'un pas contrôlé, conscient que chaque geste devait paraître normal. Du salon, la voix de Camila l'appela d'un ton léger. « Tu arrives juste à temps pour dîner. » Alejandro sourit machinalement et s'approcha, mais en s'asseyant à table, l'enveloppe dans sa veste pesait comme du plomb.
Il avait maintenant la preuve qu'il n'était pas paranoïaque. Ce qu'il avait découvert faisait partie de quelque chose de bien plus vaste et plus sombre. La matinée commença par un calme trompeur, presque artificiel. Alejandro était dans son bureau, révisant des rapports qui ne parvenaient pas à retenir son attention. De là, l'écho lointain de la routine domestique lui parvenait comme un murmure, le cliquetis de la vaisselle dans la cuisine, des pas légers montant et descendant les escaliers, la musique ténue d'un programme pour enfants dans la chambre de Matteo. Tout semblait normal jusqu'à ce que le silence s'impose brusquement. Ce n'était pas le silence habituel d'une grande maison, mais un silence tendu qui semblait attendre quelque chose. Alejandro posa son stylo sur le bureau et sortit dans le couloir. Tandis qu'il montait les escaliers, un gémissement bref et étouffé l'arrêta. Il poussa la porte de la chambre et le trouva. Matteo était allongé, pâle, les lèvres légèrement sèches et les cheveux collés au front par une fine couche de sueur. Sa respiration était irrégulière, et chaque inspiration semblait un effort. Matteo. Alejandro s'approcha immédiatement, posant sa paume sur son front. « Tu es brûlant, mon fils. » L'enfant ouvrit les yeux juste assez pour le regarder, marmonna quelque chose d'inintelligible et les referma. La chaleur qui émanait de sa peau lui confirma qu'il avait une forte fièvre. Camilla se tenait à côté, avec une expression soigneusement calibrée, une inquiétude visible, mais sans alarme. « Il est comme ça depuis hier soir, dit-elle. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Le corps élimine les toxines. » Alejandro la regarda, incrédule. « Ce n'est pas normal. Il a une forte fièvre et peut à peine rester éveillé. » « Ne dramatise pas, Alejandro. Je le surveillerai de près et dans quelques heures il ira mieux, répliqua-t-elle avec une douceur qui ressemblait plus à du contrôle qu'à du calme. Il n'allait pas discuter. Il fit demi-tour et descendit à son bureau. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Valeria. « J'ai besoin que tu viennes tout de suite, dit-il sans préambule. Matteo va mal. » 15 minutes plus tard, la pédiatre montait les escaliers d'un pas rapide, portant sa mallette. Elle salua Camilla d'un bref sourire et se pencha vers Matteo, lui parlant d'une voix douce. « Bonjour, champion. On va voir ce qui ne va pas. » Elle prit sa température, 39°C, vérifia les réflexes, mesura la tension, écouta le cœur et les poumons. Elle notait mentalement chaque réaction, chaque geste. A-t-il mangé quelque chose de différent au cours des dernières 24 heures? Demanda-t-elle sans quitter Matteo des yeux. Non, répondit Alejandro immédiatement. Comme d'habitude, intervint Camilla. Soupe de légumes, une infusion et du jus naturel. Valeria ne commenta rien, mais son regard se durcit. Elle s'éloigna de quelques pas avec Alejandro vers le couloir. Ce n'est pas une fièvre ordinaire, dit-elle à voix basse. La somnolence, la faiblesse musculaire, la couleur de la peau. J'ai besoin de faire des examens plus approfondis. Quels examens? Un panel toxicologique complet, des tests de fonction hépatique et rénale, ainsi que quelques études neurologiques. Si un agent externe affecte son organisme, il y apparaîtra. Alejandro fronça les sourcils. Pouvons-nous le faire sans que Camilla ne le sache? Oui, mais cela doit être fait maintenant. Si nous attendons, les valeurs pourraient changer et rendre la détection difficile. Ils retournèrent dans la chambre. Valeria se tourna vers Camilla d'un ton professionnel et calme. Avec cette fièvre, le mieux est de faire un contrôle général pour s'assurer qu'il n'y ait pas une forte infection. C'est juste de la routine. Camilla hésita, mais hocha la tête. Valeria ouvrit sa mallette et commença à préparer le matériel. Elle préleva du sang avec une précision presque invisible pour Matteo, qui réagit à peine. Elle recueillit également un petit échantillon d'urine. Tout fut soigneusement rangé dans une mallette hermétique. Voilà, champion. Ça n'a pas fait mal, n'est-ce pas? Dit Valeria en lui caressant les cheveux. En partant, elle se tourna vers Alejandro. Je t'appellerai dès que j'aurai quelque chose, murmura-t-elle. Ne laisse pas la fièvre monter. La porte se referma derrière elle. Alejandro s'assit de nouveau près du lit. Matteo dormait agité avec un léger tremblement des paupières. Camilla restait là, lui caressant les cheveux en silence. Tu verras que demain il ira bien, dit-elle sans le regarder. Alejandro ne répondit pas. Il savait que cette phrase n'était pas un réconfort,
c'était un avertissement voilé. Et pour la première fois, il sentit que chaque heure qui passait les rapprochait dangereusement d'un point de non-retour. Le lendemain se leva gris et humide, comme si le temps savait que quelque chose de lourd allait être révélé. Alejandro avait passé la nuit à entrer et sortir de la chambre de Matteo, mesurant la fièvre toutes les heures, contrôlant sa respiration. La température avait un peu baissé avec des compresses froides, mais l'enfant restait faible, somnole, les paupières lourdes comme si elle portait des pierres. Le son du téléphone rompit le calme. Il était 9 heures du matin. Alejandro le prit immédiatement. « C'est moi. » La voix de Valeria était plus grave que d'habitude. « J'ai les résultats. » Il sentit son estomac se serrer. « Dis-moi. » « Pas par téléphone. Nous devons nous voir. » Ils convinrent de se retrouver dans un petit cabinet que Valeria utilisait en dehors de l'hôpital, un endroit discret, sans personnel ni patient ce jour-là. Alejandro donna des instructions claires à la mère de Diego pour qu'elle ne quitte pas Matteo une seule seconde. Camila, selon ses dires, sortirait chercher des herbes spéciales. Le trajet jusqu'au cabinet lui parut interminable. En arrivant, Valeria l'attendait déjà avec une pochette sur la table. Son expression ne laissait aucun doute. Ce qu'elle allait dire ne serait pas facile à entendre. Valeria commença par ouvrir le dossier. Les analyses ont été concluantes. Le sang et l'urine de Matteo montrent des niveaux constants d'un relaxant musculaire normalement utilisé en médecine vétérinaire. L'air devint plus dense. Vous êtes sûr? Absolument. Ce n'est pas une erreur de laboratoire. La concentration que nous avons trouvée ne pourrait pas provenir d'un accident ni d'un contact occasionnel. C'est le résultat d'une administration continue et contrôlée. Alejandro posa les mains sur la table. Que lui fait-elle exactement? Ce type de composé déprime le système nerveux et la fonction musculaire. À des doses prolongées comme celles que nous avons détectées, il provoque une faiblesse progressive, une perte de mobilité et si cela continue, il peut affecter des organes vitaux. Les mots « dose prolongée » résonnèrent dans son esprit comme des coups de marteau. C'était la confirmation qu'il craignait, et qu'en même temps il attendait. Valeria l'observa avec sérieux. Cela n'a pas commencé hier. D'après les niveaux, il reçoit de petites quantités depuis des semaines, peut-être des mois. C'est exactement le temps qui coïncide avec la perte de mobilité que vous avez mentionnée. Alejandro sentit un nœud dans la gorge. Tout ce qu'il avait vu, les soupçons de Diego, les flacons dans la salle de thérapie, l'attitude de Camila, tout s'assemblait en une image aussi claire qu'insupportable. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-il, retenant sa rage. « D'abord, nous devons arrêter l'exposition immédiatement. Deuxièmement, entamer un processus de désintoxication et de rééducation supervisée. Et troisièmement, Valeria marqua une pause. Alejandro, c'est un crime grave. Vous ne pouvez pas gérer cela seul. Il se pencha vers elle. Je ne la laisserai pas s'approcher de mon fils, mais j'ai besoin de preuves solides avant d'agir pour qu'elle ne puisse ni le nier ni s'en tirer. Valeria hocha la tête. Avec les résultats que j'ai, nous pouvons déjà documenter le cas. Je garderai des copies dans un endroit sûr et je vous en donnerai une aussi. Mais soyez prudent. Si cette personne soupçonne que vous savez la vérité, elle pourrait tenter de faire quelque chose de plus grave. Alejandro prit l'enveloppe contenant les copies des analyses. Son poids dans les mains était différent. Ce n'était pas seulement du papier, c'était la certitude que son fils était lentement empoisonné, et la responsabilité d'agir avant qu'il ne soit trop tard. De retour au manoir, il s'arrêta quelques minutes dans la voiture, garée devant l'entrée. Par la fenêtre, il vit Camila traverser le vestibule, parlant au téléphone, souriante. Cette image si quotidienne lui semblait maintenant un masque parfaitement étudié pour cacher ce qu'elle était réellement. Il pressa l'enveloppe contre le siège. Le temps d'agir avec prudence arrivait à sa limite. Alejandro savait qu'à partir du moment où il avait quitté le cabinet de Valeria avec l'enveloppe des analyses, chaque geste, chaque mot et chaque silence face à Camila devait être calculé. Il ne pouvait pas montrer le moindre signe qu'il connaissait la vérité. Si elle détectait une fissure dans son jeu, la situation pourrait devenir imprévisible. Quand il entra dans le manoir cet après-midi-là, Camila était dans le salon, feuilletant un magazine, les jambes croisées et une tasse de thé fumante sur la table. Elle leva les yeux et sourit. « Tu es rentré tôt », commenta-t-elle. Matteo est dans sa chambre à regarder ses dessins animés.
Parfait, répondit Alejandro avec un calme étudié. Ça me fera du bien de passer un moment avec lui. Il monta les escaliers d'un pas tranquille. Dans le couloir, il croisa Diego, qui portait une pile de linge propre. Alejandro lui fit un signe discret pour qu'il s'arrête une seconde. « J'ai besoin que tu m'aides avec quelque chose, murmura-t-il. Ne dis rien à personne, pas même à ta mère. » Diego hocha la tête immédiatement avec le sérieux de quelqu'un qui comprenait le poids de ce qui lui était demandé. Alejandro continua jusqu'à son bureau, où il rangea l'enveloppe des analyses dans un tiroir fermé à clé. Puis il ouvrit une petite mallette qu'il avait apportée ce matin-là. À l'intérieur, plusieurs enregistreurs, des caméras minuscules et des capteurs de mouvement. Ce soir-là, après le dîner, il attendit que Camila se retire dans sa chambre pour installer le premier des appareils. Le plus important, il le plaça dans la cuisine, juste dans un angle qui couvrait le plan de travail et la table où Camila préparait habituellement les repas et les boissons de Matteo. Le deuxième, il le cacha sur l'étagère haute de la salle de thérapie, camouflé parmi les flacons et les boîtes. Le troisième fut installé dans la salle à manger, orienté vers l'endroit où Camila utilisait fréquemment son téléphone. Les jours suivants furent une épreuve de maîtrise de soi. À table, Alejandro maintenait la conversation légère. Il posait des questions sur les plantes du jardin, sur les soi-disant herbes que Camila achetait ou sur le dernier livre qu'elle prétendait lire. Il la sentait, souriait et faisait même de petits commentaires pour paraître intéressé. Pendant ce temps, chaque nuit, il révisait dans son bureau le matériel enregistré. La troisième nuit, il obtint ce qu'il cherchait. Dans la vidéo de la cuisine, on voyait Camila verser un liquide transparent d'un petit flacon dans un verre de jus. Elle ne regardait pas autour d'elle. Son geste était mécanique, comme quelqu'un qui répète une routine si souvent qu'il ne ressent plus le besoin de surveiller. Alejandro mit la vidéo en pause, avança de quelques minutes, et la vit placer le verre sur un plateau avec des biscuits et sortir du cadre. Dans un autre enregistrement pris depuis la salle à manger, Camila était assise, le téléphone collé à l'oreille. La dose d'aujourd'hui était complète, disait-elle d'une voix basse, mais claire. Non, il n'a pas montré de résistance. Oui, je le maintiendrai au même niveau pour l'instant. Il y eut une pause, et son expression changea pour un bref sourire. Je comprends. Le moment venu, je ferai l'ajustement. Elle raccrocha et feuilleta de nouveau un magazine comme si de rien n'était. Alejandro rembobina la vidéo, l'écouta de nouveau et mémorisa chaque mot. Il ne savait pas qui était à l'autre bout du fil, mais il ne faisait aucun doute qu'elle n'agissait pas seule. Il rangea les copies sur un disque externe et le cacha dans un endroit en dehors de la maison. Quand il revint au salon, Camila était là, préparant du thé. Elle leva les yeux et lui sourit. « Tu veux une tasse ?»« Bien sûr, » répondit-il avec la même voix tranquille que d'habitude. En l'observant verser l'eau chaude sur les feuilles, il sut que la vraie partie venait à peine de commencer, et que pour gagner, il devrait continuer à jouer ce jeu de masque sans lui permettre de soupçonner qu'elle était déjà en train de perdre. L'après-midi avançait avec un calme calculé. Camila avait passé une bonne partie de la journée à se déplacer entre la cuisine et le jardin, toujours avec Matteo à ses côtés, supervisant jusqu'au moindre détail de sa routine. Alejandro l'observait de temps en temps depuis le couloir ou à travers un reflet dans les fenêtres, gardant la même expression détendue et cordiale qu'il avait adoptée depuis qu'il connaissait la vérité. La normalité était désormais son déguisement nécessaire. Dans le bureau, le tic-tac de l'horloge murale marquait un rythme lent, presque hypnotique. Alejandro révisait des papiers lorsqu'il entendit 3 coups rapides à la porte. « Entrez !» Diego entra et referma la porte derrière lui d'un geste pressé, comme s'il craignait que quelqu'un ne le voilât. Sa respiration était haletante et ses yeux grands ouverts. « Monsieur, » murmura-t-il. « Je viens d'entendre quelque chose que je crois que vous devez savoir. » Alejandro posa son stylo et se pencha vers lui. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. » Je portais des serviettes propres dans la chambre d'amis. Quand je suis passé dans le couloir de la chambre de Madame Camila, la porte était entr'ouverte. J'ai pu l'entendre parler au téléphone. Je suis resté immobile parce que ce qu'elle a dit m'a semblé bizarre. Alejandro garda le silence, laissant l'enfant continuer. Elle a dit, la dose finale doit être ce week-end. Elle l'a dit telle quelle. Puis elle est restée silencieuse comme si elle écoutait l'autre personne. Ensuite, elle a répondu que oui, qu'il n'y aurait pas de problème parce que vous seriez occupé.
Les mots restèrent suspendus entre les deux. Alejandro sentit un frisson lui parcourir la nuque. « As-tu entendu un nom? Un indice de qui c'était? » Non. Mais quand elle s'est déplacée dans la chambre, j'ai vu le numéro de l'appel apparaître sur l'écran du téléphone. Je l'ai appris par cœur. Es-tu sûr de l'avoir bien mémorisé? Demanda Alejandro, surpris par la rapidité du garçon. Oui, monsieur. Je l'ai répété plusieurs fois dans ma tête jusqu'à arriver ici. Diego récita les chiffres lentement, s'assurant de ne pas se tromper. Alejandro les écrivit sur une feuille, puis la plia et la rangea dans un tiroir qu'il ferma à clé. Tu as très bien fait, Diego, dit-il d'un ton ferme et reconnaissant. Mais écoute, tu ne dois en parler à personne, pas même à ta mère. L'enfant hocha la tête, sérieux, comprenant le poids de l'avertissement. Puis il sortit du bureau, fermant doucement la porte. Alejandro resta un instant à regarder le papier plié. Il savait que ce n'était pas un numéro habituel de la maison. Il ne l'avait pas vu dans les registres téléphoniques et il n'était enregistré dans aucun contact. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un numéro difficilement traçable, peut-être une carte prépayée. Il sortit son téléphone personnel, un qu'il n'utilisait pas pour les affaires de l'entreprise, et composa le numéro de Martin Ruiz, son contact de confiance en sécurité privée. La voix grave de Martin répondit au second signal. « Vargas, j'ai un numéro, dit Alejandro, et sa voix était plus sèche qu'il ne l'espérait. J'ai besoin que tu découvres à qui il appartient et toute information que tu peux en tirer. C'est urgent. Envoie-le-moi, répondit Martin sans demander d'explication. Je te donnerai des nouvelles dès que j'aurai quelque chose. Alejandro raccrocha et rangea le téléphone. Il marcha jusqu'à la fenêtre de son bureau et, à travers la vitre, vit Camila traverser le jardin. Elle tenait le téléphone à la main et souriait en parlant. L'image aurait paru inoffensive pour n'importe qui, mais il la voyait maintenant comme un rôle soigneusement interprété, une façade sous laquelle quelque chose de définitif et de dangereux se préparait. Le reste de l'après-midi se déroula avec une normalité étudiée. Au dîner, Alejandro parla de sujets triviaux, le temps, le menu, un éventuel voyage d'affaires. Camila répondait naturellement, bien que son regard déviât vers Matteo avec une fréquence inquiétante. Alejandro jouait son rôle avec précision, mais intérieurement, il avait déjà pris une décision. Ce numéro de téléphone était un fil direct vers l'autre côté du jeu. Et maintenant, pour la première fois, il sentait qu'il tenait en main une corde qu'il pouvait commencer à tirer pour découvrir qui se cachait derrière, avant que la dose finale ne devienne une menace irréversible. La nuit précédente avait été longue. Alejandro était resté assis dans la pénombre de son bureau bien après que le reste de la maison se soit plongé dans le silence. Sur le bureau reposaient 3 éléments qui étaient désormais des pièces maîtresses, la clé USB contenant les vidéos des caméras cachées, la feuille avec le numéro de téléphone que Diego avait mémorisé et l'ancienne photographie trouvée dans la bibliothèque. Il savait que chacun de ces objets le rapprochait de plus en plus de la démasque de Camila. Mais aussi un risque latent si elle venait à découvrir qu'il les possédait, il décida d'agir immédiatement. À minuit 17, il envoya un message chiffré à Martin. Demain, besoin d'une réunion, inclus B. La réponse arriva à peine une minute plus tard. 8h30. Café habituel. Ce petit café un peu caché dans une rue pavée de la vieille ville lui avait toujours semblé un bon endroit pour parler sans éveiller les soupçons. Les tables de bois sombre, l'arôme de café fraîchement moulu et le murmure discret des clients en faisaient un refuge où les conversations se perdaient entre le bruit des tasses et des cuillères. Alejandro arriva avant tout le monde. Il portait une mallette noire, discrète, avec tout ce qu'il avait réuni jusqu'à présent. En attendant, il regardait par la fenêtre la rue tranquille, pensant à la façon dont chaque pas devait être donné avec une précision chirurgicale. Martin apparut ponctuellement avec son trench coat gris et une pochette sous le bras. Il était accompagné de ce regard d'homme habitué à voir le pire chez les gens sans que cela ne le surprenne. Peu après, la porte du café s'ouvrit de nouveau. La docteure Valeria entra, vêtue sobrement, sans maquillage excessif et avec un dossier médical sous le bras. Ils se saluèrent d'une brève poignée de main et s'assirent dans un coin isolé. « Nous devons agir maintenant », commença Alejandro sans détour. Il ouvrit la mallette et posa sur la table la clé USB et une copie de la feuille avec le numéro de téléphone. Valeria le regarda avec un sérieux qu'elle ne tenta pas de dissimuler. « Que as-tu découvert, Martin ?» L'enquêteur sortit plusieurs papiers de son dossier.
Le numéro est celui d'une ligne prépayée, il ne figure pas dans les registres des clients habituels et est associé à des appels récurrents avec 2 autres numéros similaires. Ce schéma n'est pas un usage personnel, c'est de la coordination. C'est un réseau qui communique sans laisser de traces. Cela correspond à ce que nous avons vu dans les vidéos, dit Alejandro, et il glissa la clé USB vers Martin. Tu as tout là-dedans. Camila manipulant la nourriture, mesurant des doses et parlant au téléphone de ce qui est clairement un plan. Valeria, qui avait déjà examiné une partie du matériel quelques jours auparavant, se pencha en avant. Cela nous donne quelque chose de solide, mais pas suffisant pour clore l'affaire. Si nous la prenons sur le fait, elle n'aura aucune échappatoire. Martin s'installa sur sa chaise et parla calmement. Nous pouvons la provoquer, créer une situation qui la pousse à agir en pensant qu'elle ne sera pas observée. Mais cela doit être fait de manière contrôlée avec Matteo hors de danger. Alejandro hocha la tête. Une fausse absence. Je lui ferai croire que je dois partir pour un voyage d'affaires de dernière minute. Si elle pense que je ne suis pas là et que Matteo sera seul avec elle, elle tentera probablement de lui administrer la prochaine dose. Valeria intervint avec précision. Je serai à l'intérieur de la maison, à un endroit où elle ne me verra ni ne m'entendra. Dès que je la verrai agir, j'interviendrai immédiatement. Nous ne pouvons pas la laisser donner quoi que ce soit à Matteo. Martin ajouta, je placerai 2 personnes de mon équipe pour surveiller les accès de la maison. Nous installerons également quelques caméras supplémentaires pour couvrir les angles morts. Si elle tente de s'échapper, nous la fermerons avant qu'elle n'atteigne la porte principale ou les sorties arrière. Le trio passa l'heure suivante à peaufiner chaque détail, l'heure exacte à laquelle Alejandro quitterait la maison, l'endroit où Valeria se placerait pour avoir une vue directe de la chambre de Matteo sans être détectée. L'emplacement des véhicules de l'équipe de Martin pour ne pas éveiller les soupçons. Le signal que donnerait Valeria pour lancer l'intervention. Alejandro révisa le plan une dernière fois, cherchant des failles. Le plus important est qu'elle ne sente rien de bizarre. Si elle soupçonne quelque chose, elle pourrait reporter ou changer de méthode, ce qui nous ramènerait au même point. Avant de se lever, Martin ramassa la clé USB et Valeria rangea la copie du plan d'action dans son dossier médical. La tension se faisait sentir, mais aussi la détermination. Ce soir-là, au dîner, Alejandro parla naturellement, comme si rien n'avait changé. Entre un commentaire sur le temps et une anecdote de bureau, il glissa l'information. Demain, je devrais partir tôt pour un client étranger. Je ne sais pas si je rentrerai avant le soir. Camila le regarda d'un air neutre, bien que ses yeux semblèrent s'éclairer brièvement. Je comprends, Matteo et moi irons bien. Cette réponse si simple laissa à Alejandro le sentiment que la première pièce d'un domino était tombée. La suivante serait le moment où elle croirait être seule et en sécurité pour agir. Le matin de l'opération se leva sous un ciel clair et un air froid qui semblait présager quelque chose. Alejandro se leva avant l'aube, non par habitude, mais parce qu'il avait à peine dormi. Il s'habilla calmement, mesurant chaque mouvement, et quand il descendit à la cuisine, il trouva Camila en train de préparer le petit déjeuner. Aujourd'hui sera une longue journée pour moi, commenta Théilan en se servant du café. Je devrais partir après le déjeuner et je ne sais pas si je rentrerai avant le soir. Elle le regarda d'un air de compréhension et sourit. Ne t'inquiète pas, tout ira bien ici. Cette phrase si simple avait pour Alejandro un poids différent. Maintenant, tandis qu'il buvait son café, il revit mentalement la chorégraphie qu'ils avaient répétée la veille au soir. Valeria était déjà installée dans une pièce latérale avec une vue partielle sur la chambre de Matteo, et l'équipe de Martin avait placé des caméras et des appareils supplémentaires dans la cuisine et le couloir. Les 2 agents de soutien restaient dans des véhicules discrets stationnés à mi-chemin, prêts à intervenir dès qu'ils recevraient le signal. Le déjeuner se déroula sans incident. Alejandro se leva, révisa quelques papiers dans son bureau et, peu après 14 heures, fit ses adieux naturellement. Le bruit du moteur de sa voiture s'éloignant faisait partie du subterfuge. Quelques mètres plus loin, il tourna dans une rue latérale et se gara à un endroit où il pouvait recevoir le signal des équipes et intervenir en quelques secondes. À l'intérieur de la maison, tout semblait suivre son cours. Matteo était dans sa chambre, regardant sa série préférée, tandis que Diego aidait dans la cuisine. Camila, d'un pas lent, rassembla sur le plan de travail divers ingrédients, une soupe déjà préparée dans une petite casserole, un bol, une cuillère et une carafe de jus. Diego, suivant les instructions d'Alejandro, fit semblant d'aller chercher un torchon propre à la buanderie,
mais laissa son téléphone en mode enregistrement sur une étagère avec une vue directe sur la table. Son cœur battait si vite qu'il sentait que le bruit pouvait le trahir. Camilla sortit de la poche de sa blouse un petit flacon en verre et une fine seringue. Sans regarder autour d'elle, elle aspira un liquide transparent et, d'un mouvement précis, le versa dans la soupe. Elle remua lentement, s'assurant qu'il se mélangea complètement. Puis elle rangea le flacon dans sa poche et disposa l'assiette sur le plateau avec le jus. Diego, depuis le couloir, capta tout en vidéo. Sa respiration était si contenue que sa poitrine lui faisait mal. Il bougea à peine tandis que Camilla, satisfaite, se dirigeait vers la chambre de Matteo avec le plateau dans les mains. C'est alors que la voix de Valeria résonna dans le communicateur de Martin. Confirmé. Elle administre la substance. Procédé. En quelques secondes, le portail principal s'ouvrit avec un bruit sec. Alejandro entra, accompagné de 2 policiers et de Martin. Les pas résonnèrent dans le couloir comme une sentence. Camilla, surprise, se tourna vers eux, l'assiette toujours dans les mains. « Qu'est-ce que cela signifie » s'exclama-t-elle, essayant de garder son calme. Alejandro s'approcha et, sans la quitter des yeux, prit le plateau. Il le posa sur une table à proximité tandis qu'un des agents saisissait le flacon trouvé dans sa poche. « Cela signifie que c'est fini » dit-il d'une fermeté glaciale. Les policiers lui lurent ses droits pendant que Martin rangeait le flacon dans un sac de preuves. Diego apparut dans le couloir, toujours son téléphone à la main, et le tendit à Alejandro. « Tout est enregistré » murmura-t-il. Camilla, se voyant encerclée, laissa tomber son masque de calme. Son regard se durcit et ses lèvres se courbèrent en un bref sourire, sans joie. « Vous croyez avoir gagné » murmura-t-elle. « Mais ça ne finit pas là. » Alejandro ne répondit pas. Il l'observa tandis qu'elle était escortée vers la sortie, conscient que cette menace pouvait signifier bien plus qu'elle n'y paraissait. Dès que le véhicule de police s'éloigna, Valeria examina rapidement Matteo et confirma qu'il n'avait rien ingéré. Alejandro se permit pour la première fois depuis des semaines de pousser un long soupir, mais la tension ne se dissolvait pas encore. Il avait seulement fait un pas décisif dans une partie qui, il le savait, n'était pas encore terminée. L'air à l'intérieur du manoir était lourd. Camilla, toujours flanquée des 2 agents, marchait d'un pas tendu vers la sortie principale. Alejandro la suivait à distance respectable, ne quittant pas ses mains des yeux, conscient que tout geste brusque pouvait signifier une tentative désespérée. Quand ils arrivèrent au vestibule, l'un des policiers se tourna pour ouvrir la porte, et ce fut à cet instant que Camilla agit. D'un mouvement subit, elle poussa l'un des agents et s'enfuit en courant vers le côté gauche de la propriété. Ses chaussures claquaient fort sur le sol en pierre tandis que sa blouse s'agitait comme une ombre blanche en fuite. « Arrêtez-la » cria l'autre agent, courant derrière elle. De l'arrière, Diego entendit le vacarme et apparut juste à temps pour la voir prendre le virage menant au portail latéral. Sans y penser à 2 fois, il courut vers le panneau de commande de sécurité. Ses doigts volèrent sur les boutons, activant le système de fermeture automatique des portails périphériques. Le bruit métallique du mécanisme résonna dans toute la propriété, un coup sourd suivi d'un bourdonnement électrique. En quelques secondes, les lourdes feuilles du portail latéral descendirent et s'encastrèrent à leur place avec un claquement ferme. Camilla arriva juste à temps pour voir sa voie d'évasion se sceller devant elle. Elle frappa le métal des 2 mains. Elle se retourna et aperçut les agents qui arrivaient en courant. Le premier d'entre eux la saisit par le bras, mais elle se débattit avec une force inattendue, laissant échapper des mots entrecoupés. « Vous ne comprenez rien. Je ne suis pas la seule. » criait-elle en essayant de se libérer. Le second agent lui mit les menottes, s'assurant de la maintenir fermement par les épaules. Alejandro arriva à ce moment-là, le souffle court après sa course, et s'arrêta à quelques pas. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu n'es pas la seule » demanda-t-il, la voix ferme. Camilla tourna la tête vers lui avec un sourire tordu. « C'est plus grand que ce que tu imagines, mais tu n'auras pas le temps de tout découvrir. » L'un des policiers l'incita à marcher vers le véhicule. Elle, pendant qu'elle était escortée, murmurait des noms et des lieux entre des phrases coupées. Alejandro, qui marchait suffisamment près, parvint à saisir 2 noms complets et une ville. Martin, qui était arrivé sur les lieux après s'être assuré que la zone était contrôlée, sortit son téléphone et commença à noter chaque mot qui sortait de sa bouche. Dans la lutte, Camilla tenta de freiner,
mais les agents l'obligèrent à continuer. « Ils vont venir vous chercher !» parvint-elle à crier avant qu'on ne la pousse doucement sur la banquette arrière du véhicule de patrouille. Le portail principal s'ouvrit et la voiture de police s'éloigna lentement. Alejandro resta debout sur l'allée, observant la silhouette de Camila disparaître derrière le reflet des lumières bleues clignotantes. À ses côtés, Diego relâcha l'air qu'il avait retenu. « Elle ne s'est pas échappée », dit-il presque comme une confirmation pour lui-même. Alejandro lui posa une main sur l'épaule. « Aujourd'hui, tu as fermé plus qu'un portail, Diego. » Tandis que le silence revenait peu à peu sur la propriété, Alejandro et Martin échangèrent un regard. Ils avaient des noms, un indice et une certitude. Ce que Camila avait insinué n'était pas une menace vide. Ce qui se cachait derrière pouvait être encore plus dangereux que ce qu'ils venaient d'affronter. L'aube apporta un silence dense, brisé seulement par le son constant du téléphone d'Alejandro. Ce n'étaient pas des appels ordinaires. Chaque vibration correspondait à des messages codés de Martin ou à des notifications d'avancement des opérations. Il avait peu dormi, et pourtant son esprit était plus éveillé que jamais. L'adrénaline le maintenait debout. À 6h15, le premier message de Martin apparut à l'écran, confirmé. Toutes les équipes en position. Ordre signé. Aujourd'hui est le jour. Alejandro répondit par un entendu succinct et se dirigea vers son bureau. Là, sur son bureau, il avait préparé la veille tout ce qu'il allait remettre aux autorités. Des dossiers classés par date, des copies papier et numériques, des photographies, des enregistrements d'appels, des captures d'écran et la clé USB avec les enregistrements clés. À 9h précises, le commissaire Ramirez arriva au manoir accompagné de l'officier Hernandez, spécialiste des crimes organisés. Tous deux entrèrent d'un pas ferme, mais avec la discrétion que l'affaire exigeait. Alejandro les conduisit directement à son bureau. « Voici tout », dit-il en désignant la boîte d'archives qu'il avait placée sur la table. Preuves physiques, sauvegarde numérique et un index détaillé de chaque élément. Cela inclut la déclaration de la docteure Valeria, les registres de mon équipe de sécurité et la transcription de la conversation que Diego a entendue. Ramirez parcourut rapidement le dossier principal, hochant la tête en silence. Avec ça, nous pouvons agir avec force contre eux. Ce matin, des mandats d'arrêt ont été émis pour 4 personnes directement liées à Camila. Nous en avons 2 autres sous enquête, et d'autres pourraient s'ajouter à mesure que nous examinerons ce que vous nous avez donné. Tandis que les derniers détails légaux étaient finalisés dans le bureau, l'opération commençait dans différentes parties du pays. Dans la capitale, une équipe tactique fit irruption dans un appartement de luxe au 7e étage, où elle arrêta un homme identifié comme un lien financier du réseau. Dans le nord, des agents encerclèrent une hacienda isolée servant de dépôt et de laboratoire improvisé pour les substances utilisées. Sur la côte, une femme à l'apparence élégante fut arrêtée en plein café. Des témoins la décrivirent comme imperturbable tandis qu'elle était escortée vers le véhicule de police. Martin, qui coordonnait la communication depuis un point intermédiaire, envoyait des mises à jour rapides à Alejandro. Objectif 1, sécurisé. Nous avons trouvé des documents avec plus de noms. Objectif 2, arrêté. Substance saisie. Code prête. 3e arrestation confirmée. Chaque message était un coup précis contre la structure qui avait mis en danger la vie de Matteo. Vers midi, les premières fuites parvinrent aux médias. Les chaînes nationales interrompirent leur programmation pour diffuser « Démantèlement d'un réseau criminel opérant dans plusieurs provinces », spécialisé dans l'incapacitation d'héritiers mineurs de familles fortunées. Les images montraient des boîtes de preuves, du matériel de laboratoire confisqué et des véhicules de police sortant des propriétés perquisitionnées. Les visages étaient pixelisés, mais Alejandro savait qui ils étaient. Depuis le salon, il regarda la diffusion avec la télécommande à la main. Diego, assis à ses côtés, demanda avec prudence, « C'est ce qu'ils ont fait pour Matteo ?»« C'est ce que nous avons fait pour que personne d'autre ne vive la même chose », répondit Alejandro sans quitter l'écran des yeux. La docteure Valeria arriva dans l'après-midi avec une pochette sous le bras. Toutes les analyses sont déjà en possession du procureur, informa TL. Les composés trouvés chez Matteo correspondent à ceux trouvés chez d'autres mineurs dans des cas similaires. Il n'y a aucune possibilité qu'il le nie. Le commissaire, toujours présent pour coordonner la chaîne de garde des preuves, corrobora que les audiences préliminaires commenceraient dans les jours suivants. Ce que vous avez remis nous a donné l'impulsion nécessaire. Cela aurait pu durer des années sans votre décision d'agir.
Alejandro hocha la tête, mais au fond de lui, il savait que la vraie satisfaction ne viendrait pas de voir les coupables menottés, mais de voir Matteo en bonne santé et à l'abri des menaces. Cette nuit-là, la télévision répétait en boucle les images des opérations. Dehors, la ville suivait son rythme habituel, ignorante du changement silencieux qui s'opérait. À l'étage, dans sa chambre, Matteo dormait profondément d'une respiration tranquille. Diego, assis sur une chaise près du lit, leva les yeux quand Alejandro entra. « Je crois qu'aujourd'hui, nous pourrons dormir, dit-il à voix basse. Alejandro sourit légèrement, et pour la première fois depuis des semaines, il sentit que cette phrase pouvait être vraie. Le réseau s'effondrait pièce par pièce, et bien qu'il ne pouvait pas encore crier victoire, du moins il ne se mouvait plus dans l'ombre avec l'impunité d'avant. Le manoir avait changé. C'était la même structure imposante avec ses hauts plafonds et ses larges fenêtres, mais l'air était différent. Ne pesait plus la sensation de surveillance constante, ni ne respirait ce froid invisible que Camilla avait laissé. Maintenant, le silence n'étouffait plus. C'était un silence tranquille, comme celui d'une pause nécessaire après une tempête. Matteo passa ses premières 48 heures à la clinique sous un protocole médical intensif. La docteure Valeria avait été catégorique. Il fallait nettoyer son organisme avant toute autre intervention. La chambre était baignée d'une lumière douce, et le bourdonnement constant des machines de surveillance accompagnait chaque respiration de l'enfant. Alejandro, installé dans un fauteuil près du lit, ne bougeait que pour s'approcher quand Matteo ouvrait les yeux. « Je suis là », lui disait-il à voix basse chaque fois que le petit cherchait son regard. « Je ne te laisserai pas seul. » Le traitement commença par une hydratation constante par voie intraveineuse, des suppléments soigneusement dosés et des révisions horaires pour mesurer la tension, la température et la réponse neuromusculaire. Matteo parlait à peine, mais ses yeux restaient attentifs à chaque geste de son père. La première semaine fut lente. Il y eut des jours où Alejandro sentit que les progrès étaient presque invisibles, mais la docteure Valeria lui rappelait que dans des cas comme celui-ci, chaque dixième d'amélioration comptait. Quand les analyses finirent par refléter une baisse notable des niveaux de toxines, Valeria donna le feu vert à la kinésithérapie. Le matin du premier exercice, une spécialiste en rééducation infantile entra avec un ballon multicolore et un tapis épais qu'elle déplia dans un coin de la chambre. « Aujourd'hui, nous allons faire en sorte que tes jambes se souviennent comment bouger, annonça-t-elle d'un ton joyeux. Matteo l'observa avec prudence, mais quand Alejandro lui fit un léger signe d'assentiment, il accepta. L'enfant tenta d'appuyer ses pieds sur le tapis. Ses muscles répondirent avec raideur, comme si chaque mouvement coûtait le double de ce qu'il aurait dû. La kinésithérapeute l'encourageait avec patience, et Alejandro, à ses côtés, tenait une petite serviette pour essuyer la sueur qui apparaissait rapidement sur son front. Conscient que la récupération serait longue, Alejandro réorganisa complètement sa vie. Il délégua des fonctions dans son entreprise, annula des voyages et transforma un salon près de la chambre de Matteo en son bureau improvisé. Il n'existait plus d'agenda plus important que celui des progrès de son fils. L'arrivée de Diego et de sa mère, Teresa, au manoir marqua un autre changement significatif. Teresa, aux mains fermes et au regard serein, prit les rênes de la cuisine. Chaque plat qui en sortait était conçu non seulement pour nourrir, mais pour motiver Matteo à manger. Diego, quant à lui, devint une présence constante et stimulante. Il apportait des jeux de société, proposait de petites compétitions et s'offrait pour accompagner Matteo dans ses exercices de manière presque naturelle. « Quand tout ça sera fini », lui dit Diego un après-midi alors qu'ils essayaient ensemble de compléter un puzzle. « Nous courons dans le jardin, mais cette fois, c'est toi qui gagneras. » Le rire de Matteo, bien que bref, emplit la pièce et traversa le couloir. Alejandro, qui révisait des documents dans le bureau improvisé, arrêta sa plume et resta à écouter. Ce rire était pour lui un rappel que la bataille n'était pas terminée, mais qu'il gagnait du terrain. Au fil des jours, le calendrier cessa d'être un simple marqueur de date pour devenir un registre de réussite. 10 minutes assis sans aide, 2 pas appuyés sur le déambulateur, un après-midi complet sans douleur aux jambes. Chaque avancée, aussi minime soit-elle, était célébrée comme un triomphe collectif. Le manoir, qui avait autrefois été le théâtre de la surveillance et des tromperies, se transformait peu à peu en un foyer vivant, rempli de voix, d'arômes et de la promesse tangible que Matteo retrouvait non seulement sa santé, mais aussi l'enfance qu'on avait tenté de lui arracher. La nuit avait enveloppé le manoir d'un silence épais. Depuis la fenêtre du bureau, Alejandro observait le reflet des lampadaires sur l'allée et le léger mouvement des branches agitées par le vent.
Dans ses mains, une tasse de thé déjà froide. Il n'avait pas tourné une seule page des documents devant lui. Son esprit était trop occupé ailleurs, dans un autre temps, dans sa mémoire. Sophia était toujours vivante. Il la voyait dans la cuisine de l'ancienne maison, vêtue d'une légère robe de chambre, les cheveux relevés en un chignon improvisé et ce sourire chaleureux qui semblait avoir le pouvoir de redonner un sens à tout. Il se souvenait de l'arôme de son parfum mêlé à l'odeur du café le matin. Il se souvenait de sa voix toujours patiente, même les jours difficiles. Le souvenir se tordit inévitablement vers sa fin. La maladie était arrivée comme un visiteur inopportun, s'installant sans avertissement. Les premiers symptômes semblèrent inoffensifs, mais en quelques mois, les consultations médicales devinrent quotidiennes et les pronostics de plus en plus sombres. Alejandro, à l'époque, s'accrochait à tout espoir, tout traitement expérimental, toute minuscule possibilité d'inverser ce qui semblait déjà écrit. Lorsque Sophia partit, tout son monde se réduisit à un axe unique, Matteo. Son fils était la raison pour laquelle il se levait chaque matin et l'encre qui le maintenait debout. Mais cet engagement total le laissa aussi ouvert, vulnérable, désireux de trouver quelqu'un pour l'aider à supporter le poids de la vie sans Sophia. C'est dans cette faille émotionnelle qu'entra Camilla avec ses mots doux, son attitude professionnelle et cette apparente disposition à prendre soin de Matteo comme s'il était le sien. Alejandro comprenait maintenant que ce besoin de soutien avait été son point aveugle. Il ne s'agissait pas de pure naïveté, mais d'un désir désespéré de croire qu'il pouvait faire confiance à quelqu'un à nouveau. Un son doux le tira de ses pensées, de petits pas s'approchant dans le couloir. La porte du bureau s'entr'ouvrit, et Matteo apparut dans son pyjama bleu et les cheveux légèrement ébouriffés. « Papa, tu ne viens pas au lit ?» Alejandro posa la tasse sur le bureau et se leva. « Bien sûr, champion. Allons-y. » Ils marchèrent ensemble, et en chemin, Alejandro réalisa que ses pas lents et contrôlés de Matteo étaient déjà un progrès remarquable par rapport aux semaines précédentes. Ils entrèrent dans la chambre, et l'enfant se glissa sous les draps. « Tu travaillais ?» demanda Matteo. Alejandro secoua la tête et s'assit à côté de lui. « Je pensais, je me souvenais de ta maman. » Matteo le regarda avec curiosité et une touche de nostalgie. « Je me souviens d'elle, dit-il. J'aimais quand elle me chantait avant de dormir. » Alejandro sourit, bien qu'il sentît un nœud dans la gorge. « Oui, elle avait une jolie voix, n'est-ce pas ? » « La meilleure, » répondit Matteo avec assurance. Puis ils commencèrent à se souvenir ensemble. Ils parlèrent des dimanches où Sophia préparait des crêpes, des après-midi où elle l'emmenait au parquet de la façon dont elle inventait des histoires avec des animaux qui parlaient. Alejandro décrivait les détails, et Matteo complétait les scènes avec ce qu'il se souvenait de son enfance. Entre deux, ils reconstruirent des moments qui semblaient la ramener, ne serait-ce que pour un instant. Lorsque le silence revint, Alejandro prit la main de son fils. « Matteo, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, nous serons toujours ensemble. Personne ni rien ne nous séparera. » L'enfant hocha la tête et ses paupières commencèrent à se fermer. En quelques minutes, il dormait profondément avec une expression sereine qu'Alejandro n'avait pas vue depuis longtemps. Il resta à ses côtés plusieurs minutes de plus, observant sa respiration. Chaque inspiration était un rappel de pourquoi il avait tant enduré et pourquoi il ne pourrait plus jamais baisser sa garde. Quand il sortit enfin de la chambre, le couloir était dans la pénombre et la maison silencieuse semblait garder précieusement ce moment d'intimité. Au fond de sa poitrine, Alejandro savait que les ombres du passé seraient toujours là, mais il comprenait aussi que ce sont ces mêmes ombres qui lui rappelaient jour après jour ce qui était en jeu. La matinée commença par une douce lumière qui filtrait à travers les rideaux de la salle de rééducation. Le soleil tamisé par le tissu clair dessinait des formes irrégulières sur le sol rembourré. Matteo était assis sur un tapis de sol, les jambes tendues devant lui. La kinésithérapeute, une femme à la voix calme et aux mains fermes, s'accroupit à ses côtés. « Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de différent, » annonça-t-elle, plaçant un petit ballon devant les pieds de Matteo. « Tu n'as pas besoin de le bouger beaucoup, juste assez pour qu'il se déplace un peu. » Matteo hocha la tête avec un mélange de nervosité et de concentration. Alejandro se tenait dans un coin, observant chaque détail tandis que Diego restait près de la porte, les bras croisés et un sourire contenu. Les premières tentatives furent timides. Matteo serrait les lèvres et fixait le ballon, mais ses pieds bougeaient à peine. La kinésithérapeute l'encourageait avec des phrases courtes, calculées pour ne pas le presser excessivement. Alejandro sentait chaque seconde comme une éternité.
Il pouvait percevoir comment son fils rassemblait toute son énergie pour exécuter un mouvement qui, pour tout autre enfant, serait presque automatique. Alors cela se produisit, avec un effort visible, Matteo fléchit légèrement le genou droit et poussa le ballon de quelques centimètres. Ce fut un geste minime, mais suffisant pour que la pièce entière se remplisse d'une énergie différente. « Tu l'as fait ?» s'exclama Diego, faisant un pas en avant. « Matteo, tu l'as fait !» L'enfant le regarda avec incrédulité, comme s'il n'était pas sûr de ce qui venait de se passer. Puis, un sourire timide apparut sur son visage. Alejandro s'agenouilla à ses côtés, posa une main sur son épaule et lui dit « Ce n'est que le début, mon fils, mais c'est un grand début. » Matteo tenta de nouveau, cette fois avec la jambe gauche. Le mouvement fut moins ferme, mais il réussit à faire rouler le ballon un peu plus loin. La kinésithérapeute prit note, satisfaite. C'est un réel progrès. Cela signifie que les muscles réagissent. Diego ne put se contenir et, d'un geste impulsif, leva les mains comme pour célébrer un but. « Je t'avais dit que tu allais gagner la course dans le jardin un jour. » Le rire de Matteo fut doux, mais authentique, et Alejandro sentit quelque chose en lui se détendre. Pendant des semaines, il avait vécu dans une tension constante, l'attention uniquement portée sur la survie du jour suivant. Maintenant, pour la première fois, il pensait à l'avenir. Lorsque la séance fut terminée, Alejandro et Diego aidèrent Matteo à retourner dans sa chambre. L'enfant était fatigué, mais son regard avait un éclat différent, comme s'il avait découvert une porte qu'il croyait fermée. Plus tard, pendant que Matteo se reposait, Alejandro resta sur la terrasse, observant le jardin. Il songea à la façon dont sa vision de la vie avait changé en si peu de temps. Avant, ses journées étaient remplies de réunions, de chiffres et de projections. Maintenant, le vrai succès se mesurait en centimètres. Le mouvement d'une jambe, le rire de son fils, la certitude de le savoir en sécurité. Tout le reste peut attendre, murmura-t-il pour lui-même, convaincu que chaque seconde passée aux côtés de Matteo était un investissement plus précieux que n'importe quelle affaire. Le bâtiment du palais de justice s'élevait imposant ce matin-là, avec une file de caméras et de journalistes postés devant l'entrée principale. Dès l'aube, les médias avaient encerclé les lieux pour couvrir ce qui s'annonçait déjà comme l'un des procès les plus médiatisés de l'année. Alejandro, accompagné de son avocat et de la docteure Valeria, arriva discrètement par une entrée latérale, évitant la foule. Dans la salle, l'ambiance était tendue. Camila, assise aux côtés de sa défense, portait une robe sobre et une coiffure soignée, tentant de projeter la sérénité. Cependant, ses mains jointes sur la table de l'accusé trahissaient une tension constante, les jointures blanchies, les doigts se mouvant par petits spasmes. Le procureur ouvrit avec une présentation percutante. « Mesdames et messieurs du jury, commença-t-il, ceci n'est pas seulement un cas d'abus sur enfants, mais la pointe d'un réseau criminel qui traverse les frontières et détruit des familles pour obtenir pouvoir et argent. » Au cours des heures suivantes, des preuves clés furent présentées. Les enregistrements des caméras cachées montraient Camila manipulant la nourriture de Matteo. Les analyses médicales signées par Valeria détaillaient la présence systématique de relaxants musculaires vétérinaires. Les factures d'achat dans des commerces spécialisés, ainsi que les messages interceptés, laissaient peu de place au doute. L'un des moments les plus marquants survint lorsque Diego monta à la barre. D'une voix ferme, il raconta comment il avait vu Camila ajouter des substances à la nourriture et comment il avait réussi à enregistrer une partie de ses actions sur son téléphone. Son témoignage, bien que bref, créa un silence pesant dans la salle. Le procureur présenta également des preuves obtenues à partir des noms que Camila avait mentionnés lors de son arrestation. Des documents et des relevés bancaires démontraient qu'elle n'agissait pas seule, mais faisait partie d'un réseau avec des ramifications dans au moins 3 pays. Bien que ce ne fût pas le point central du procès, cette information renforça la gravité de l'affaire. La défense tenta d'arguer que tout était une machination motivée par des disputes personnelles et économiques, mais chaque témoignage et chaque document contredisaient ce récit. Dans sa plaidoirie finale, le procureur s'adressa directement au jury. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'envoyer un message clair, que la manipulation, l'abus et la violence contre les plus vulnérables ne resteront pas impunis. Après 2 jours de délibération, le jury rendit son verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. La salle resta silencieuse lorsque le juge lut la sentence. Camila Ruiz est condamnée à 25 ans de prison pour abus sur enfant, tentative d'homicide, association de malfaiteurs et fraude. Alejandro n'afficha pas une expression de triomphe, mais de soulagement.
Il savait que la condamnation n'effaçait pas ce qui avait été vécu, mais au moins elle garantissait qu'elle ne ferait plus de mal à personne. Dans les mois qui suivirent, poussé par ce qui s'était passé, Alejandro commença à collaborer activement avec des organisations dédiées à la lutte contre l'abus sur enfants. Son expérience personnelle le transforma en un défenseur visible et engagé, capable de parler non seulement de la théorie, mais de l'expérience vécue. Il participa à des conférences, finança des programmes de protection et s'impliqua dans des campagnes de sensibilisation. Bien que sa motivation reste à Matteo, il découvrit qu'il pouvait aussi aider d'autres enfants et familles à éviter ce qu'il avait subi. C'était, d'une certaine manière, une façon de boucler la boucle, de transformer la douleur en action. L'automne avait teinté le manoir de tons chauds. Les feuilles dorées et rousses tombaient lentement, s'accumulant dans les recoins du jardin, qui pendant des mois avait été une scène silencieuse, presque symbolique de la pause forcée dans la vie de Matteo. Maintenant, cependant, ce même espace semblait vibrer d'une attente différente. La lumière de l'après-midi tombait en oblique, baignant la pelouse d'une douce lueur. L'air frais apportait avec lui l'arôme de terre humide et de feuilles séchées. Alejandro se tenait près du banc de bois sous le grand chêne, les mains dans les poches, observant Matteo se placer à une extrémité du sentier accompagné par la kinésithérapeute. « Rappelle-toi, tu n'as pas à te presser, lui dit-elle. Pas à pas et regarde toujours devant toi. » Matteo hocha la tête, et un instant, Alejandro sentit que tout le jardin s'était tu pour assister à ce qui allait se produire. Diego était sur le côté avec un sourire contenu et son téléphone portable à la main, prêt à enregistrer. Le premier pas de Matteo fut incertain, hésitant, mais il réussit à maintenir l'équilibre. Le second vint avec un peu plus de fermeté. Alejandro sentit sa poitrine se serrer. Chaque mouvement était le résultat de semaines d'efforts, de discipline et d'un courage qui ne pouvait être mesuré par des mots. Lorsque Matteo arriva à la moitié du sentier, la kinésithérapeute resta en arrière. L'enfant leva les yeux et son regard croisa celui de son père. Alejandro sentit que cet instant contenait tout, la perte, la lutte, la peur, mais aussi le rétablissement, la force et l'amour qui les avaient maintenus unis. « Tu peux le faire, mon fils, murmura-t-il. Bien qu'il sût que Matteo n'avait pas besoin de l'entendre pour le savoir, les pas continuèrent, lents fermes, jusqu'à ce que Matteo franchisse finalement la distance qui les séparait. Alejandro s'accroupit et le reçut dans ses bras, le soulevant avec un élan plein d'émotion. Les larmes coulaient sur ses joues, mais il ne tenta pas de les cacher. « Tu as réussi » dit-il d'une voix étranglée. « Je savais que tu le ferais. » Diego, sur le côté, applaudissait sans retenir sa joie. Quand Alejandro le regarda, ses yeux lui transmirent une gratitude qui n'avait pas besoin de mots. « Merci, Diego, pour tout, » dit-il d'un ton venant du plus profond de son cœur. Le jardin, qui des mois auparavant avait été une scène muette de préoccupation et de peur, était maintenant rempli de rire et d'une énergie qui semblait balayer toute ombre restante. Alejandro, tenant toujours Matteo, se permit de regarder autour de lui et de réaliser que, bien que le chemin ait été difficile, ils étaient arrivés à un endroit d'où ils pouvaient regarder vers l'avenir avec espoir. La lumière dorée du crépuscule s'intensifia, et les feuilles qui tombaient semblaient tournoyer dans une danse lente sur la pelouse. Alejandro ferma les yeux un instant, gravant cette image dans sa mémoire. Quand il les rouvrit, il sourit. Le passé ne les retenait plus. Le présent était le leur, et l'avenir était ouvert. Justice avait été rendue. La vie reprenait son cours, et le lien entre eux était plus fort que jamais. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de nous dire de quelle partie du monde vous nous regardez.